Les pétales enduits de cire du bouquet de la mariée ont éraflé ma joue droite, avec assez de force pour fendre ma lèvre inférieure. Un goût métallique et chaud a inondé ma bouche. Le parfum étouffant des roses blanches écrasées et du gypsophile remplissait l'air, lourd, entre nous. Même une voleuse comme toi devrait savoir quand elle n'est pas la bienvenue, a ricané ma sœur. Sa voix a résonné, nette et claire, à travers la salle de bal silencieuse. Des centaines d'invités se sont figés sur place. Autour de la piste de danse, des téléphones portables se sont levés en l'air, leurs objectifs de caméra braqués directement sur ma lèvre en sang. J'avais 38 ans. J'occupais le poste de présidente de la maison Rousseau-Traiteur, une entreprise régionale que notre père avait bâtie de zéro. Je négociais des contrats massifs avec les fournisseurs, et je dirigeais 60 employés. Mais, à cet instant précis, debout sous les lustres en cristal du château de Bellevue, je n'étais rien de plus que la méchante dans le scénario de mariage parfaitement orchestré par Solène. Ma mère, Judith, s'est détachée du groupe de demoiselles d'honneur stupéfaites. Elle ne m'a pas offert de mouchoir. Elle a attrapé mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Alice, je t'en prie », a-t-elle chuchoté avec férocité, les yeux balayant la pièce, ne rend pas la situation pire qu'elle ne l'est déjà. Pars, tout simplement. Solène a reculé brusquement le bras, s'apprêtant à me frapper une seconde fois. Ce mouvement soudain et violent a délogé une épingle décorative en perles, fixée à la base de son arrangement floral. Plusieurs tours d'un épais ruban de satin blanc se sont déroulés de la poignée. Un petit objet plat, en laiton, a glissé pour tomber sur le sol en pierre, avec un cliquetis aigu et résonnant. Instinctivement, je me suis penchée vers le bruit. « Ne touche pas à ça », a hurlé la mariée. Sa voix s'est brisée, trahissant une panique véritable et sans filtre. Tous les invités ont détourné leur attention de mon visage en sang, pour fixer le sien, soudain très pâle. Guillaume Lemaire, le directeur expérimenté du domaine, s'est interposé entre nous. Il s'est baissé avec un mouchoir blanc immaculé, et a ramassé le morceau de métal. C'était une clé de service standard. La lettre C et le numéro 17 étaient gravés directement dans le laiton. Il n'y avait aucun porte-clés encombrant attaché, juste l'instrument froid et dur, qui était resté parfaitement caché, à plat, à l'intérieur du ruban des fleurs de ma sœur. 2 agents de sécurité en uniforme se sont approchés de notre cercle. L'un d'eux m'a poliment demandé si je consentais à une fouille de mon sac de soirée. Je ne me suis pas effondrée par terre. Je n'ai pas pleuré. J'ai essuyé le sang sur mon menton avec une serviette à cocktail en lin plié, et j'ai posé ma pochette en velours sur le manche debout le plus proche. « Vous pouvez le fouiller », ai-je dit au garde, en gardant une voix parfaitement neutre, mais seulement après avoir rédigé un rapport d'incident officiel, sécurisé les images de vidéosurveillance du couloir, et consigné par écrit qui, exactement, a porté cette accusation publique contre moi. Solène a laissé échapper un rire théâtral et haletant. Elle s'est tournée vers son mari, Corentin, qui avait l'air complètement perdu dans son smoking sur mesure. « Regarde-la jouer à l'avocate, Corentin. Elle essaie juste de gagner du temps, parce qu'elle sait qu'elle est prise au piège. » Guillaume ne s'est pas joint à son rire. Il a sorti une tablette numérique de la poche de sa veste, et a fait défiler rapidement les registres du domaine. Il a regardé la clé en laiton, puis son écran lumineux, et enfin la mariée. « Mademoiselle Rousseau », a-t-il dit, utilisant son nom de jeune fille par habitude, nos registres indiquent que vous avez retiré la clé de la chambre C17 à 13h, cet après-midi. Le sang a instantanément déserté le visage de Solène. Elle s'est ressaisie en moins d'une seconde. « Quelqu'un a dû la voler dans la suite nuptiale », s'est-elle exclamée, pressant une main contre sa poitrine. Alice y était plus tôt, c'est forcément elle qui l'a prise. Une demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe rose pâle, a nerveusement changé de pied. « Solène, » a dit doucement la jeune femme, « quand nous prenions des photos, je t'ai dit que l'épingle en perles de ton bouquet était de travers. J'ai essayé de la remettre en place, mais tu t'es reculée. Tu as refusé que quiconque tienne tes fleurs, même pendant que tu ajustais ta lourde robe. » Solène a foudroyé son amie du regard, réduisant la jeune fille au silence instantanément. Guillaume a fait un geste vers le couloir. Il a demandé à la sécurité, à la mariée,
aux mariés, à ma mère et à moi-même, de le suivre. Nous avons laissé derrière nous la foule murmurante, et avons marché dans un silence absolu, nous éloignant de l'opulente réception pour rejoindre l'ancienne aile de service. La chambre C-17 était dissimulée dans un couloir plein de courants d'air, près du quai de déchargement. Pendant que nous marchions, la réalité du piège s'est imposée à moi. Solène avait planifié cela à la perfection. À peine 2 jours plus tôt, le jeudi après-midi, j'avais bloqué son accès pour créer de nouveaux comptes fournisseurs, et je l'avais informé qu'un auditeur financier interviendrait dans nos bureaux le lundi matin. Elle avait besoin de me faire passer pour une voleuse avant le début de cet audit. Elle avait besoin que notre mère, ainsi que le conseil d'administration, doutent de mon intégrité. Guillaume a inséré la petite clé en laiton dans la serrure. Le mécanisme a cliqué bruyamment. Il a poussé la lourde porte en bois vers l'intérieur, révélant un petit espace de stockage sans fenêtre. Des piles de boîtes cadeaux argentées, des paquets enveloppés de soie, et une grande urne de mariage en acrylique remplie d'enveloppes d'argent, étaient soigneusement disposées sur une table pliante. Personne n'a applaudi mon innocence. Le silence, dans cette petite pièce, était infiniment plus lourd que les cris dans la salle de bal. Ma mère, présidente du conseil d'administration de notre entreprise, âgée de 64 ans, fixait les cadeaux volés, la bouche légèrement entr'ouverte. Elle venait de voir sa plus jeune fille fabriquer un crime de toutes pièces, devant 300 personnes. Corentin a fixé l'urne en acrylique. Il s'est tourné vers sa nouvelle épouse, la voix complètement vide. « Solène, pourquoi nos cadeaux de mariage sont-ils enfermés dans un placard de service ?» Solène n'a pas perdu une seconde. Tara, a-t-elle haleté, couvrant sa bouche de ses mains tremblantes. Tara est obsédée par la perfection. Mon assistante a dû les déplacer pour les mettre en sécurité. Je n'en avais absolument aucune idée. Guillaume a reculé d'un pas et a refermé la porte, la verrouillant fermement. Il a ordonné aux gardes de sécurité de se tenir directement devant la poignée. Personne ne touche à rien, a déclaré le directeur du domaine. Nous allons préserver la pièce et les images de vidéosurveillance, conformément au protocole standard du lieu. J'ai regardé ma mère, puis Solène. Je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de cadeaux de mariage, mais j'ai gardé mon attention sur la procédure immédiate. Je veux une copie du numéro d'incident, ai-je dit à Guillaume. Je n'ai pas exigé que ma sœur soit arrêtée dans sa robe blanche. Je voulais simplement que la trace écrite soit sécurisée. Solène a compris que le petit public, dans le couloir, n'était plus sous son charme. Elle a soulevé sa lourde jupe en tulle, a couru dans le couloir vers la zone de réception principale, et a commencé à sangloter bruyamment auprès du premier groupe d'invités qu'elle a croisé. Elle se lamentait, affirmant que j'avais gâché le plus beau jour de sa vie. Guillaume l'a regardée s'enfuir, puis son oreillette radio a grésillé. Il a pressé un doigt sur son oreille, écoutant attentivement une voix provenant du poste de sécurité. Une expression étrange a traversé son visage. Il a baissé la main et s'est tourné vers moi, gardant sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La caméra du couloir montre qui a déplacé les cadeaux. Ce n'était pas vous. La musique dans la grande salle de bal avait cessé de jouer, au moment où nous sommes revenus du couloir de service. Des centaines d'invités se tenaient en petits groupes maladroits, autour de tables encore chargées de gâteaux de mariage intacts, et de flûtes de champagne à moitié vides. Personne ne mangeait. Le silence semblait épais et étouffant, sous le plafond voûté. Corentin a marché directement vers l'estrade, et a calmement demandé au chef d'orchestre d'annuler le lancer du bouquet. Judith m'a attrapé le coude, avant que je ne puisse atteindre la sortie. Ses doigts manucurés se sont enfoncés fermement dans mon articulation, alors qu'elle m'attirait dans une alcôve discrète, près du vestiaire. « Il faut que tu fasses une annonce », a chuchoté ma mère, gardant une voix tendue et contrôlée. « Dis à tout le monde qu'il s'agit d'un énorme malentendu. Dis-leur que tu as mal interprété la situation, et que tu as paniqué. Nous pouvons encore sauver la réputation de ta sœur, si tu assumes la responsabilité tout de suite. » J'ai fixé la femme qui m'avait élevée. Elle croyait sincèrement qu'un mensonge temporaire pourrait réparer la fracture permanente qui se propageait à travers notre famille. Non, ai-je dit doucement,
en dégageant mon bras de son emprise. Je ne mentirai pas pour dissimuler un délit. Je n'ai pas couru vers le micro pour me défendre. Je me suis simplement retournée, et j'ai marché vers le bureau de direction du domaine, où Guillaume avait demandé à la famille proche de se réunir. À l'intérieur de la petite pièce, l'éclairage fluorescent brutal donnait à Solène un air pâle et frénétique. Guillaume a tourné son écran d'ordinateur vers nous. Il avait chargé les images de sécurité du couloir de service, avec un horodatage blanc bien visible dans le coin. La vidéo a été diffusée en silence. Elle montrait la fenêtre exacte de 12 minutes, pendant laquelle le cocktail dans la galerie ouest est passé à la réception principale pour le dîner. Pendant que les invités étaient occupés à trouver leur place, et que le personnel modifiait la disposition de la salle, Tara Dubois est entrée dans le champ. L'assistante de marque de Solène poussait un chariot d'autel argenté, chargé de l'urne en acrylique et de dizaines de cadeaux emballés. Tara a déverrouillé la porte de la chambre C17, a soigneusement empilé les objets à l'intérieur, puis a refermé la porte à clé. Elle a glissé la clé en laiton dans sa poche, et est sortie calmement du champ de vision. Solène a enfoui son visage dans l'épaule de Corentin, et a laissé échapper un sanglot bruyant et théâtral. « Je le savais », s'est écriée la mariée. Tara a toujours été complètement obsédée par mon mariage. Elle avait probablement prévu de revenir et de tout voler ce soir. Un agent de sécurité a murmuré que la voiture de Tara avait déjà quitté le parking des fournisseurs. J'ai regardé de plus près l'image vidéo en pause sur le moniteur. Quelque chose dans le langage corporel de l'assistante me dérangeait. Elle ne s'est pas caché le visage, ai-je fait remarquer à l'assemblée. Elle a utilisé un chariot du domaine, en plein milieu d'une transition majeure de la salle, exactement au moment où le personnel débarrasse normalement la galerie. Tara a agi comme une personne exécutant une tâche officielle. Solène a relevé brusquement la tête de la veste de smoking de son mari. Ses larmes se sont arrêtées instantanément. « Es-tu en train de m'accuser de mentir, Alice ? Le jour de mon mariage ?» Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste posé une question logique, qui a l'autorité nécessaire, pour ordonner à une assistante de déplacer la table des cadeaux en pleine réception. Corentin s'est lentement éloigné de Solène. Le marié a regardé l'écran, puis a baissé les yeux vers sa nouvelle femme. Il n'a pas dit un mot, mais la distance physique soudaine, qui s'est créée entre eux, en disait long. Le timing de ce piège public très élaboré prenait tout son sens pour moi. 6 semaines plus tôt, début mai, j'avais remarqué que 3 prestataires événementiels distincts partageaient exactement la même adresse postale commerciale. 2 jours auparavant, le jeudi après-midi, j'avais restreint la capacité de Solène à créer de nouveaux comptes fournisseurs, dans le système de notre entreprise. Je lui avais dit que Noémie Perrin, une experte comptable indépendante, commencerait un audit complet de la société le lundi matin. Ma sœur s'était contentée de rire de moi, sirotant son eau gazeuse comme si nous parlions de la pluie et du beau temps. Elle m'avait dit que je ne pouvais jamais lui laisser un seul week-end, sans essayer de tout contrôler. Mais la panique dans ses yeux était bien réelle. Elle avait besoin de détruire ma crédibilité, devant notre mère et le conseil d'administration, avant que Noémie n'ouvre ses livres de comptes. Je refusais de jouer à son jeu. Je ne lui ai pas crié dessus dans le bureau du domaine. Je n'ai pas sorti mon téléphone, pour publier une défense enflammée sur le groupe de discussion familiale. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application de messagerie, et j'ai rédigé un message concis pour Élise Guérin, notre avocate d'affaires externes. J'ai demandé une conservation légale immédiate de toutes les communications de l'entreprise, des registres de paiement des fournisseurs, et des appareils de travail de Solène. J'ai cliqué sur Envoyer, et j'ai reporté mon attention sur le directeur du domaine. Guillaume, ai-je dit, en gardant un ton parfaitement professionnel, veuillez conserver ces images de vidéosurveillance ainsi que les registres des clés, conformément à votre protocole de responsabilité standard. 10 minutes plus tard, je suis sorti du château de Bellevue seul. La chaleur lourde de l'été m'a frappé le visage, dès l'instant où les lourdes portes en verre se sont refermées derrière moi. Avant que je n'atteigne ma voiture, mon téléphone portable a vibré dans ma main. Un message texte est apparu sur l'écran, provenant d'un numéro inconnu. C'était Tara.
Solène m'a dit de déplacer les cadeaux, disait le premier message. Elle a dit que c'était un exercice de sécurité du lieu. Je suis à la brasserie, au bout de la route. S'il vous plaît, rejoignez-moi. J'ai déverrouillé la portière de ma voiture, assimilant l'information. Tara était une employée terrifiée, qui avait suivi un ordre vague. Mais son silence, dans la salle de bal, avait permis à ma sœur de m'humilier. Puis, un deuxième message est apparu, et la véritable profondeur du complot est enfin devenue claire. J'ai toujours ces messages d'origine, a écrit Tara, et l'un d'eux mentionne votre camionnette de traiteur. Je n'ai pas retrouvé Tara à la brasserie du coin. Nous nous sommes assises dans la salle de conférence aux parois de verre, du cabinet d'avocat d'Élise Guérin, en centre-ville, tôt le lundi matin. La climatisation bourdonnait, émettant une note basse et régulière contre le lourd silence. La jeune assistante a fait glisser son smartphone sur la table en acajou poli. Elle a expliqué comment Solène avait formulé sa demande lors de la réception. La mariée avait prétendu que le domaine exigeait que toutes les boîtes cadeaux soient enlevées, avant le début du service du dîner. Tara avait déplacé la lourde urne en acrylique juste au moment où la foule changeait de pièce, pensant qu'elle exécutait un protocole de sécurité standard. Élise a connecté l'appareil à un ordinateur portable sécurisé, afin d'extraire les données numériques et leurs métadonnées sous-jacentes. Tara fixait ses propres mains qui se tordaient de nervosité. Elle a chuchoté qu'elle avait gardé le silence lors de la confrontation dans la salle de bal, car ma mère et ma sœur possédaient assez d'influence dans le secteur pour détruire sa carrière. Je ne lui ai offert aucun mot de réconfort en retour. Sa peur était compréhensible, mais son silence m'avait presque coûté mon gagne-pain. La chaîne de messages extraits racontait une histoire complète et accablante. Élise a affiché la transcription formatée sur le grand moniteur mural. Les instructions de Solène étaient précises et calculées, déplacez les cadeaux dans la chambre C17, ne dites rien à Corentin, attendez le signal. Le dernier message a jeté un froid dans la pièce. Solène avait ordonné à son assistante de prendre une poignée d'enveloppes remplies d'espèces, et de les placer directement à l'intérieur de ma camionnette de traiteur, juste après que la sécurité du domaine ait fini de fouiller mon sac à main. Tara n'a jamais exécuté cette dernière étape, car la clé en laiton est tombée du bouquet trop tôt. Le piège s'était refermé, avant même que l'appât ne soit complètement en place. J'ai plongé la main dans ma mallette en cuir, et j'en ai sorti un vieux dossier jauni. Je l'ai fait glisser sur la table lisse vers Élise. À l'intérieur, reposait une simple feuille de papier datant du mois d'août de l'année précédente. C'était la preuve matérielle de mon plus grand échec, en tant que présidente d'entreprise. 10 mois plus tôt, j'avais surpris ma sœur en train d'utiliser la carte de crédit de notre entreprise, pour payer un photographe commercial destiné à son propre studio d'événementiel en difficulté. Le prélèvement s'élevait à 8 000 €. Je l'avais confronté immédiatement, l'obligeant à signer une reconnaissance de dette, admettant ainsi le vol. Ma mère avait pleuré dans mon bureau cet après-midi-là. Judith avait insisté sur le fait qu'un rapport officiel au conseil d'administration ruinerait définitivement l'avenir de Solène, et déshonorerait la mémoire de mon défunt père. J'avais donc enterré le document dans mes dossiers personnels. J'avais réglé le problème discrètement, et j'avais enseigné à ma sœur une terrible leçon sur la responsabilité. À présent, assise dans le cabinet d'avocat, je regardais Élise lire le papier. L'avocate chevronnée a levé les yeux, ajustant ses lunettes à monture métallique. Le document prouvait que Solène savait que les fonds de l'entreprise n'étaient pas son argent de poche, et cela démontrait une intention claire. Mais cela prouvait également que j'avais délibérément contourné la surveillance du conseil d'administration. J'ai hoché la tête lentement, acceptant la réalité, les directeurs indépendants pourraient me sanctionner. La vérité exigeait toutes les pièces du puzzle, même celles qui compromettaient ma propre position. La vibration soudaine de mon téléphone a brisé le calme de la salle de conférence. L'identifiant d'appel affichait le nom de ma mère. J'ai répondu sur haut-parleur, pour qu'Élise puisse documenter la conversation. Judith n'a pas pris la peine de me saluer. Elle a immédiatement déclaré que Tara était une menteuse, qui essayait de sauver sa propre peau.
Ma mère a menacé de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration, afin de suspendre mon autorité présidentielle si je poursuivais cette investigation. Sa voix adoptait cette cadence suppliante et familière, qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait que je porte le poids de la famille. « Tu es plus forte que ta sœur, Alice », a-t-elle dit, jouant parfaitement son rôle. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber ?» J'ai regardé les messages imprimés, détaillant le plan pour cacher l'argent volé dans mon véhicule. Parce qu'être forte ne vous donne pas la permission de vous servir de moi. J'ai mis fin à l'appel, sans attendre sa réponse. Un second appel est arrivé moins de 10 minutes plus tard. Noémie Perrin, notre experte comptable, était déjà plongée dans les journaux de bord du serveur de l'entreprise, au siège principal. Sa voix manquait de sa chaleur professionnelle habituelle. Noémie avait extrait l'historique de création d'un fournisseur nommé Linge et Tradition. L'empreinte électronique remontait directement au compte utilisateur de Solène. Noémie a expliqué la piste de l'argent avec une précision clinique. Les relevés bancaires de notre entreprise montraient de multiples paiements, affluant vers Linge et Tradition au cours de l'année écoulée. Le compte bénéficiaire partageait exactement les mêmes numéros de routage et de référence bancaire qu'un compte qui avait autrefois remboursé un acompte du studio privé en faillite de Solène, à la maison Rousseau-Traiteur. La boucle fermée était indéniable. Le sabotage du mariage n'était qu'un écran de fumée, pour cacher une hémorragie financière massive et continue. Noémie a fait une pause, avant de lâcher le morceau. Alice, Linge et Tradition n'a pas reçu 8 000 €. Ce prestataire a reçu plus de 90 000 €. Noémie se tenait devant le tableau blanc, dans la salle de réunion secondaire du cabinet d'avocats. L'experte comptable a débouché un marqueur noir effaçable, et le crissement aigu contre la surface en porcelaine a percé mon état de choc persistant, face à ce chiffre de 90 000 €. Elle a dessiné 3 cases distinctes en haut du tableau: Linge et Tradition, location Rosamont, média événementiel du port. À côté de chaque nom, elle a listé une série de paiements sortant de l'entreprise, établissant un schéma qui remontait à 18 mois. Chaque facture se situait soigneusement sous le seuil des 10 000 €, un montant parfaitement calculé pour contourner l'approbation du service secondaire. Les prestations étaient décrites dans un jargon flou de l'industrie, et se fondaient parfaitement dans les budgets principaux de nos événements d'entreprise massifs. Ma gorge s'est asséchée. J'ai pressé mes paumes à plat contre la table en acajou, étudiant ma propre signature bouclée, au bas des budgets globaux imprimés et étalés devant moi. J'avais validé le coût total des événements sans examiner les sous-traitants individuels, faisant aveuglément confiance au système que j'avais mis en place. Cette confiance avait coûté des centaines de milliers d'euros à mes employés. Noémie a tapoté le tableau blanc avec son marqueur. Les registres publics montraient que les 3 fournisseurs partageaient une seule boîte postale commerciale, dans un petit centre commercial à l'autre bout de la ville. Nous n'avons pas eu besoin d'engager des détectives privés, ni de pirater des comptes personnels. Les relevés bancaires de l'entreprise, et les registres publics des commerces, fournissaient chaque pièce du puzzle. Un fournisseur légitime de notre réseau avait déjà confirmé qu'il ne sous-traitait jamais de matériel à ces 3 entités. Ma sœur avait tenté d'effacer ces traces, mais la panique l'avait rendue maladroite. Suite à mon avertissement du jeudi concernant l'audit imminent, quelqu'un s'était connecté au logiciel de comptabilité, et avait systématiquement supprimé des dizaines d'enregistrements de paiement. Un souvenir précis d'une réunion du personnel, l'année précédente, a refait surface, Solène, adossée au cadre de la porte de la salle de conférence, levant les yeux au ciel, se plaignant bruyamment que mon insistance à utiliser un logiciel de traçabilité immuable n'était qu'un énième symptôme de mon besoin obsessionnel de contrôle. Ce logiciel rigide avait discrètement enregistré l'auteur, l'heure exacte de la modification, et les comptes bancaires cibles pour chaque fichier supprimé. Les empreintes numériques ramenaient tout droit à son poste de travail. Élise Guérin s'est penchée en avant dans son fauteuil en cuir, et a pointé un doigt manucuré vers une pile de factures distinctes. Un groupe de paiements urgents portait l'autorisation électronique de ma mère. Interrogée lors d'une brève et tendue conférence téléphonique plus tôt dans la matinée, Judith avait affirmé que Solène les avait simplement classés,
comme étant des remplacements de linge d'urgence et des forfaits marketing de dernière minute sur les réseaux sociaux. Pourtant, la présidente du conseil d'administration refusait catégoriquement la demande d'Élise de rendre son téléphone portable personnel pour un examen de routine des données. Ce refus pesait lourd dans l'air. La frontière entre l'ignorance volontaire de ma mère et sa complicité active commençait à s'estomper, et une nouvelle vague d'épuisement s'est installée sur mes épaules. Noémie a pris un marqueur rouge, ramenant mon attention sur le tableau. Elle a tracé une ligne épaisse reliant médias événementiels du port à un dernier virement bancaire, exécuté 2 jours seulement avant la cérémonie de mariage. Le destinataire n'était pas une entreprise de location ni un fournisseur de linge. Le destinataire était le château de Bellevue. Le montant du transfert s'élevait à exactement 38 000 €. La lourde porte en verre de la salle de conférence s'est ouverte, avant que quiconque ne puisse parler. Corentin se tenait sur le seuil, portant une chemise froissée et tenant un épais porte-documents en cuir. Le marié ne ressemblait pas à un homme profitant de sa lune de miel. Élise avait demandé sa présence pour vérifier les contrats du lieu qu'il avait personnellement signés, et il a pris une lente et profonde inspiration avant d'entrer. Il a posé son smartphone face vers le haut sur la table, le poussant vers l'avocate. Il a expliqué comment il avait confronté sa nouvelle épouse au sujet de la facture finale du domaine, quelques heures auparavant. Solène avait juré que notre mère leur avait discrètement offert le solde restant, pour s'assurer d'une journée parfaite. Corentin savait que Judith avait expressément plafonné sa contribution financière lors du dîner de répétition, il a donc fouillé dans ses propres archives de mai. Il a affiché le reçu de confirmation de paiement final du domaine. La ligne de référence, sur le reçu numérique, indiquait clairement médias événementiels du port. La vérité était là, sur le tableau blanc, illuminé par les néons implacables du cabinet d'avocats. La fête somptueuse et opulente, que ma sœur avait utilisée pour me faire passer publiquement pour une voleuse, avait été entièrement financée par l'argent qu'elle siphonnait de notre entreprise familiale. Elle s'était offert la journée parfaite avec la sécurité salariale de 60 employés travailleurs, et elle avait prévu de me laisser porter le chapeau. Corentin fixait les lignes rouges reliant les faux fournisseurs à son lieu de mariage. Il a reporté son attention sur les relevés bancaires de l'entreprise imprimés et étalés sur la table, sa posture rigide, et sa respiration courte. Sa voix ne trahissait aucune colère, ne portant qu'une clarté creuse et dévastatrice. Qu'est-ce que ma femme a acheté d'autre, avec l'argent de votre entreprise ? La question dévastatrice de Corentin resta suspendue dans l'air confiné de la salle de conférence légale, sans réponse. Noémie n'avait pas encore l'inventaire complet des fonds d'entreprise volés. Mais ma sœur a fourni sa propre justification tordue dès le lendemain matin. Solène a lancé une campagne de la terre brûlée. Un email de masse a atterri dans les boîtes de réception de nos proches et de 30 employés cadres, juste avant l'aube. L'objet indiquait « La vérité sur le mariage ». Lire ces longs paragraphes donnait l'impression d'avaler du verre pilé. La mariée y affirmait que j'avais fabriqué toute cette crise des fournisseurs par pure jalousie, piégeant Tara comme une voleuse isolée pour couvrir mes propres traces. Selon son message, mon but ultime était d'exploiter une réception de mariage gâchée, pour lui voler sa part légitime de l'héritage de notre père. Ma mère était en copie de la correspondance. La présidente n'a offert aucun démenti public au personnel, donnant ainsi, par son silence, sa bénédiction à ses mensonges. Corentin a transféré une autre série de messages à notre conseillère juridique ce même après-midi. Le marié était retourné dans leur appartement commun pour préparer un sac de voyage, exigeant des réponses immédiates sur les paiements du domaine et sur les dettes cachées de son studio. Solène n'a jamais nié avoir pris l'argent. Elle a simplement rebaptisé le vol. Ses SMS présentaient ces centaines de milliers d'euros volés, comme une avance informelle sur ses parts d'entreprise, insistant sur le fait que j'avais implicitement accepté cet arrangement. Pour étayer ses dires, elle a envoyé à son mari une photo de la reconnaissance de dette de 8 000 € datant de l'année précédente. Elle utilisait ma clémence passée comme une arme, arguant que notre famille réglait toujours ses questions financières mineures en interne. Les retombées au sein de l'entreprise se sont rapidement aggravées. Le mercredi après-midi, j'étais assise en face de Martin Henry et de Valérie Chauvet, dans la salle du conseil de direction.
Nos directeurs indépendants ont examiné l'ancienne reconnaissance de dette avec un détachement clinique. La table en chêne poli qui nous séparait n'avait jamais semblé aussi vaste. Martin a croisé les mains sur le document physique, demandant de but en blanc pourquoi la première violation avec la carte de crédit n'avait jamais été signalée à l'instance dirigeante. Je n'ai pas cherché d'excuses. Je ne me suis pas caché derrière les larmes de ma mère de l'année passée, et je n'ai pas non plus essayé de minimiser les dégâts. Regardant directement l'ancien cadre bancaire, j'ai admis que j'avais choisi de dissimuler l'infraction pour protéger ma sœur, et que cet échec managérial spécifique avait ouvert la voie à la crise financière actuelle. Mon honnêteté ne m'a valu aucune indulgence. Le conseil d'administration a immédiatement voté pour accorder à Élise et Noémie une autorité totale, et sans restriction, sur l'enquête pour fraude. De plus, on m'a officiellement retiré mon pouvoir de décider de toute action disciplinaire, concernant la directrice des partenariats de marque. Martin a tiré le dossier d'audit principal vers son côté de la table, et il n'a pas demandé ma permission pour le prendre. Ce petit geste délibéré a parachevé le transfert de pouvoir. En sortant de cette salle de conseil, les conséquences bien réelles de mon silence m'attendaient dans le couloir. Un important client du secteur pharmaceutique venait d'appeler notre directeur des ventes, mettant leur énorme contrat de banquet annuel en attente indéterminée, en raison des rumeurs de l'industrie concernant une enquête interne pour fraude. 2 de nos fournisseurs alimentaires de gros les plus fiables ont soudainement exigé des paiements stricts à la livraison, refusant de prolonger notre délai de crédit standard de 30 jours. La salle de repos des employés bruissait de chuchotements terrifiés, parlant de chèques de paie manquants et de licenciements imminents. J'ai immédiatement autorisé un retrait massif de nos réserves de contingence légale, afin de garantir le cycle de paie à venir, m'assurant qu'aucun travailleur ne manque un seul centime de son salaire. Savoir que ma propre lâcheté passée avait amplifié leur danger actuel, avait un goût de cendre dans ma bouche. Le parfum floral coûteux a envahi mon bureau privé le lendemain matin, avant même que la porte ne s'ouvre. Judith a contourné la réceptionniste, et a marché directement vers mon bureau. La présidente avait l'air épuisée, sa posture parfaite cédant enfin à la gravité. Elle s'est affaissée dans le fauteuil d'invité en cuir, et a avoué les quelques éléments dispersés dont elle avait réellement connaissance. Ma mère a confessé qu'elle était au courant de la dette écrasante du studio, et elle a reconnu avoir signé une poignée de ses factures vagues pour aider sa plus jeune fille à garder la tête hors de l'eau. Elle a juré qu'elle ne savait absolument rien du faux réseau de fournisseurs, ni du plan machiavélique pour me piéger lors de la réception. Nous pouvons encore arranger ça, a supplié la femme plus âgée, tendant ses mains manucurées par-dessus le bureau. Convertissons les fonds manquants en un prêt formel pour actionnaires. Sauve ta sœur, Alice. Garde cette famille intacte. J'ai regardé les mains ridées posées sur mon sous-main en cuir. Nos employés sont terrorisés à l'idée de perdre leur maison, et vous voulez que j'utilise leur budget de fonctionnement comme fonds de sauvetage personnel pour une criminelle? J'ai retiré mes propres mains, refusant le contact physique. La famille n'a pas le droit de voler le personnel. Des heures plus tard, je me suis assise à nouveau dans le cabinet d'avocat du centre-ville, avec Élise. L'avocate avait fini d'examiner l'exportation massive des messages textes que Corentin avait fournis, suite à sa dernière dispute avec sa mariée. Un échange spécifique mettait en évidence un dangereux détachement de la réalité. Solène avait envoyé un long message furieux à son mari, affirmant qu'elle possédait légitimement 40% de l'empire de la restauration, bien que ses parts économiques réelles plafonnent à exactement 20%. Mais c'est le message suivant, dans la chaîne, qui a fait redresser l'avocate d'affaires expérimentée sur sa chaise et chercher ses lunettes de lecture. Élise a tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi, tapotant un ongle contre une bulle de texte bleu, envoyée à 2 heures du matin. « Ne t'inquiète pas pour la comptabilité », disait le message numérique. Alice répare toujours la paperasse après coup. Les mots étaient là, sur l'écran lumineux, exposant l'illusion fondamentale qui avait conduit à tout ce désastre. Solène ne me considérait pas comme une victime innocente ou une idiote naïve. Elle croyait fermement que j'étais la complice ultime. La mariée était entièrement convaincue que sa sœur aînée finirait par contourner les règles de l'entreprise et falsifier les documents pour transformer ses délits en une comptabilité d'entreprise légitime, dès que la colère publique serait retombée.
Élise s'est adossée dans son lourd fauteuil en cuir, une prise de conscience lente et calculée s'installant sur ses traits. L'avocate a joint le bout de ses doigts, sa voix descendant dans un registre de pure concentration stratégique. Nous n'avons pas besoin de la piéger, m'a dit Élise, tapotant l'écran lumineux une dernière fois. Nous devons lui donner une occasion formelle de s'expliquer, et la laisser supposer que vous êtes toujours exactement la même sœur. L'imprimante laser, dans le coin de la salle de conférence légale, a bourdonné, crachant 3 feuilles immaculées de papier à lettres épais. L'odeur du toner chaud a dérivé au-dessus de la table en acajou. Élise Guérin a rassemblé les pages, a tapoté leurs bords contre le bois poli pour les aligner parfaitement, et a fait glisser la pile vers ma chaise. C'était l'avis formel d'une enquête interne à l'entreprise. L'encre noire soulignait les paramètres stricts de l'entretien à venir, stipulant explicitement que la session serait enregistrée et surveillée par des représentants de la société. Le document n'offrait aucune promesse d'immunité, ne contenait aucune garantie contre un licenciement, et ne mentionnait certainement pas la conversion de fonds d'entreprise volés en un prêt familial personnel. Un jeune collaborateur, assis à côté d'Élise, a bougé inconfortablement sur sa chaise en cuir. Il s'est raclé la gorge et a suggéré une approche alternative. Le jeune avocat a proposé que je joue le rôle de la grande sœur indulgente, me conseillant de sourire et d'offrir une fausse sympathie, pour faire baisser la garde de ma sœur. Si je lui faisais croire que j'allais couvrir l'argent manquant, a-t-il soutenu, elle avouerait tout sur bande beaucoup plus rapidement. J'ai ressenti une douleur aiguë et soudaine dans la mâchoire. J'avais passé toute ma vie d'adulte à regarder ma famille se manipuler mutuellement avec des promesses vides, et je refusais d'apporter exactement ce même poison dans cette pièce. Non, ai-je dit au collaborateur, gardant une voix plate et complètement dépourvue de chaleur. Je ne prononcerai pas un seul mot que je n'ai pas l'intention d'honorer. Il n'y aura pas de comédie, et il n'y aura pas de fausse amnistie. Élise a levé une main, faisant taire son jeune collègue avant qu'il ne puisse contester la stratégie. L'avocate d'affaires chevronnée m'a regardé avec un regard fixe et calculateur, comprenant parfaitement la limite que je venais de tracer. Elle a tendu la main et a tapoté, avec un ongle manucuré, la première page de la convocation. Alors, nous nous en tenons à la vérité absolue et indéniable, a expliqué Élise, en ajustant ses lunettes à monture métallique. Vous déclarerez simplement que le conseil d'administration ne peut même pas commencer à examiner une proposition de remboursement, tant qu'il ne comprend pas l'ampleur totale et documentée des fonds manquants. C'est une déclaration factuelle. Cela implique un processus, mais cela ne promet absolument rien quant au résultat final. La stratégie exigeait que je propose une page blanche, et que je laisse la directrice des partenariats de marque peindre son propre chef-d'œuvre d'illusion. La résistance a commencé dès le lendemain matin. La lourde porte en chêne de mon bureau de direction s'est ouverte sans un coup préliminaire, heurtant la butée en caoutchouc du mur avec un bruit sourd. Judith a fait irruption dans la pièce, apportant avec elle le parfum étouffant des fleurs hors de prix, et une panique pure et inaltérée. Ma mère portait un tailleur bleu marine strict, sa posture rigide tandis qu'elle refermait la porte derrière elle, et s'adossait lourdement contre le bois. Elle a exigé que j'annule immédiatement l'entretien légal prévu. La présidente voulait organiser une réunion de famille à huis clos, dans sa salle à manger privée, sans aucun avocat présent et certainement sans aucun appareil d'enregistrement en marche. Elle a promis que nous pourrions régler l'histoire de ces milliers d'euros disparus autour d'une cafetière, comme nous l'avions toujours fait. Je ne me suis pas levée de mon bureau. J'ai simplement regardé la femme qui avait passé des décennies à prioriser l'illusion d'une famille parfaite, sur la réalité tangible. Les réunions de famille non enregistrées dans votre salle à manger sont exactement la raison pour laquelle notre entreprise perd actuellement des centaines de milliers d'euros, ai-je répondu, en classant une pile de dossiers fournisseurs. Les directeurs indépendants ont déjà rendu ce processus formel obligatoire. L'époque des conversations privées autour d'un café a pris fin, au moment où elle a essayé de me piéger pour un délit pénal devant 300 invités à un mariage. Judith s'est éloignée de la porte, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'agrippait au dossier d'une chaise d'invité en cuir. La femme plus âgée a déployé sa dernière arme, celle du désespoir.
Elle m'a prévenu que si je forçais son plus jeune enfant à subir un interrogatoire légal, la mariée ne me pardonnerait jamais cette trahison. J'ai arrêté de classer les dossiers. J'ai regardé directement dans les yeux de ma mère, ressentant un étrange et profond sentiment de calme s'installer au centre de ma poitrine. Le lourd fardeau de devoir satisfaire tout le monde m'a soudain paru complètement hors de propos. Mes décisions, ai-je dit doucement, ne sont plus basées sur la question de savoir si elle me pardonnera ou non. 4 jours plus tard, au cours de la première semaine de juillet, la chaleur estivale faisait cuire l'asphalte à l'extérieur du cabinet d'avocat en centre-ville. À l'intérieur de la salle de conférence principale, la climatisation était réglée sur un froid vif et agressif. Élise et Noémie avaient passé l'heure précédente à préparer l'environnement. Les énormes cartons, remplis de relevés bancaires authentiques, de fausses factures de fournisseurs et de journaux d'audit récupérés, étaient délibérément cachés dans un bureau attenant. Lorsque j'ai pris place au centre de la longue table, seul un fin dossier manille reposait sur le bois poli devant moi. Solène a franchi les doubles portes en verre à exactement 14 heures. J'apprendrai plus tard par l'avocat externe, qu'elle avait catégoriquement refusé d'engager son propre avocat de la défense, croyant fermement que se faire représenter légalement ne ferait que la rendre coupable aux yeux de Corentin. Son nouveau mari exigeait déjà des réponses sur leurs finances, et elle devait le tenir aussi éloigné que possible de ce désastre d'entreprise. Elle n'est pas entrée dans la pièce avec l'air d'une femme confrontée à la ruine. Elle s'était habillée pour faire un tour d'honneur. La mariée portait une robe en lin parfaitement taillée, ses cheveux étaient coiffés en de larges ondulations élégantes. Elle portait un fin porte-documents en cuir sous un bras, et elle se mouvait avec la confiance désinvolte d'une jeune cadre, arrivant pour présenter un ajustement budgétaire mineur. Elle a complètement ignoré Élise, tirant une chaise directement en face de moi et croisant les jambes. Solène a posé son porte-documents sur la table, et a fait glisser quelques pages dactylographiées vers le centre. C'était une proposition de remboursement fragile et mal formatée. Elle traitait toute cette enquête comme une simple négociation de prêt bancaire, complètement aveugle au fait qu'elle était assise à l'intérieur d'un piège qu'elle avait elle-même conçu. Élise n'a pas prêté attention à la proposition. L'avocate a fait glisser la notification d'enquête interne et un document séparé de consentement à l'enregistrement sur la table. D'une voix claire et habituée, Élise a lu les conditions légales à haute voix. Elle a informé la jeune femme qu'elle avait le droit absolu de reporter la réunion pour consulter un avocat externe, et elle a réitéré que l'enregistreur audio numérique, posé au centre de la table, était sur le point d'être activé. Solène a pris le stylo en métal coûteux fourni par le cabinet. Elle n'a pas pris la peine de lire les petits caractères des documents légaux. Elle a simplement signé son nom avec une fioriture bien rodée, le grattement aigu de la plume résonnant dans la pièce silencieuse. Elle a repoussé les papiers vers l'avocate et a poussé un petit soupir condescendant. « Je n'ai absolument rien à cacher », a annoncé Solène, croisant soigneusement les mains sur ses genoux. Elle a regardé par-delà l'avocate et a plongé ses yeux dans les miens, un sourire narquois et provocateur bien familier apparaissant sur son visage. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire tout ce cinéma d'entreprise pour quelques erreurs comptables mineures, Alice? Tu essaies vraiment de me détruire à cause d'un malentendu? Personne ne l'avait trompée. Elle avait lu les avertissements, signé les formulaires de consentement, et était volontairement entrée dans un entretien légal surveillé, parce qu'elle croyait que son sentiment d'impunité la protégerait de toute conséquence réelle. J'ai tendu le bras et j'ai appuyé sur le bouton rouge de l'enregistreur audio numérique. Une petite lumière s'est allumée en clignotant, capturant le silence de la pièce. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas élevé la voix ni défendu mes actes. J'ai simplement ouvert le fin dossier en manille posé devant moi, et j'ai sorti l'unique feuille de papier qui reposait dessus. Commençons par l'incident dans la chambre C17, ai-je dit, en gardant un ton parfaitement mesuré. Solène a levé les yeux au ciel, s'adossant à sa chaise. Elle a répété exactement le même mensonge qu'elle avait servi à son assistante terrifiée, prétendant que toute la situation n'était qu'un exercice de sécurité de routine, que Tara avait complètement mal compris. Je n'ai pas débattu de son évaluation. J'ai lentement retourné la feuille de papier imprimée, et je l'ai fait glisser sur la table en acajou, jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste à côté de sa piètre proposition de remboursement.
Le document affichait la chaîne complète des messages textes horodatés, extraite directement du téléphone portable de Tara. Solène a baissé les yeux sur le papier, et son sourire condescendant s'est enfin effacé de son visage. Si ce n'était qu'un exercice de sécurité, ai-je demandé, en regardant ses yeux balayer désespérément ses propres mots imprimés, pourquoi as-tu ordonné à ton assistante de mettre les enveloppes volées du mariage dans ma camionnette de traiteur? L'enregistreur audio numérique, posé au centre de la table en acajou, continuait de clignoter d'une lumière rouge constante et rythmée. Solène fixait la transcription imprimée de ses propres SMS, ses doigts reposant légèrement sur le bord de son porte-documents en cuir. Pendant près de 10 secondes, personne n'a parlé. Le froid de la climatisation du bureau a semblé chuter de quelques degrés supplémentaires. Tara a paniqué, a finalement marmonné ma sœur, sa voix perdant son assurance désinvolte du début. Elle a essayé de tirer le porte-documents plus près de sa poitrine. Elle a mal compris la chronologie. Je ne lui ai jamais dit de mettre quoi que ce soit dans ton véhicule. Élise Guérin n'a pas haussé la voix. L'avocate a simplement fait glisser un deuxième document de son propre dossier. Il s'agissait d'une impression propre et bien formatée, montrant les registres de création et les numéros de routage de 3 comptes d'entreprise. Nous ne parlons pas de Tara pour le moment, a déclaré Élise, d'un ton clinique et précis. Parlons de linge et tradition, location Rosamond et médias événementiels du port. Reconnaissez-vous ces noms d'entreprise, Solène? Solène a brusquement levé les yeux, relevant le menton dans une posture défensive familière. Elle a nié être propriétaire des comptes, insistant sur le fait qu'elle les avait seulement recommandés, parce qu'ils offraient des forfaits événementiels supérieurs à des prix défiant toute concurrence. Je n'ai pas bondi par-dessus la table, ni élevé la voix sous le coup de la colère. J'ai simplement attendu, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable pour elle. S'il s'agissait de fournisseurs légitimes proposant les prix du marché, ai-je demandé, en gardant une diction complètement plate, pourquoi as-tu fractionné chaque facture pour que chaque transaction reste prudemment en dessous de 10 000 €? Ma sœur a bougé sur sa chaise, ses yeux lançant des regards furtifs vers la porte fermée du bureau adjacent, où Noémie Perrin et les membres indépendants du conseil d'administration écoutaient le flux audio en direct. Elle a tenté une tactique différente, misant sur sa conviction profonde qu'elle détenait un statut spécial et intouchable, au sein de l'entreprise familiale. J'ai pris ce qui m'appartenait de droit, a lâché Solène, son masque d'innocence tombant complètement. Papa a créé la maison Rousseau-Traiteur pour nous deux. Tu as droit au bureau d'angle et tu joues à la présidente, pendant que je ramène tous les partenariats de marque pour des clopinettes. Je n'ai pris que ma part. Ce sentiment d'impunité brute et sans filtre flottait dans l'air, capturé en permanence par l'enregistreur numérique qui tournait. Créer de fausses sociétés écrans et acheminer les fonds de l'entreprise via des boîtes postales commerciales, ce n'est pas prendre un salaire, ai-je souligné, en me penchant légèrement en avant. C'est du détournement de fonds d'entreprise. Solène a poussé un petit rire de dédain, balayant l'air de la main comme si nous nous disputions sur un plan de table. Elle a exigé que le conseil d'administration examine sa proposition de remboursement informel, insistant sur le fait qu'elle avait apporté une solution équitable sur la table. Nous ne pouvons pas examiner de proposition, ai-je répondu, tant que nous ne connaissons pas le montant exact. Combien as-tu pris à l'entreprise, Solène? Elle a hésité, la mâchoire serrée, alors qu'elle réalisait le piège dans lequel elle s'était jetée. Elle a regardé Élise, puis moi, calculant ce que nous savions déjà grâce à l'audit financier. Comprenant que les journaux de logiciels immuables avaient déjà cartographié chaque transaction, elle a finalement cédé le chiffre. 284 000 €, a-t-elle marmonné, le total franchissant ses lèvres comme l'aveu d'une contravention mineure pour stationnement gênant. Cet aveu a déclenché une cascade d'admissions. Elle a reconnu avoir fabriqué les fausses factures de fournisseurs pour payer les dettes de son studio privé en faillite, les soldes croissants de ses cartes de crédit, et le paiement final de son lieu de mariage de luxe. Elle a avoué avoir mis en scène toute l'accusation publique au château de Bellevue, car elle avait besoin de détruire ma crédibilité avant que Noémie n'ouvre les livres d'audit le lundi matin. Elle a même admis que notre mère ne connaissait qu'une infime partie de la dette, et n'avait aucune idée du complot criminel visant à me piéger.
Elle croyait qu'en exposant elle-même les chiffres, elle reprenait une fois de plus le contrôle du récit. Solène a poussé sa proposition de remboursement maladroite sur le bois poli, la plaquant juste contre mon dossier en manille. Elle s'est penchée par-dessus la table, les yeux écarquillés par un genre de confiance désespérée et mal placée. « Tu as arrangé la première infraction pour moi ?» a supplié Solène, sa voix adoptant un ton doux et enjôleur de notre enfance. « Arrange celle-ci, et je ne toucherai plus jamais à l'argent de l'entreprise. » Je l'ai fixé de l'autre côté de la table. « Es-tu officiellement en train de demander au conseil d'administration de convertir tes faux comptes de fournisseurs, tes détournements de fonds et ton coup monté criminel en un prêt familial ?» Oui, a-t-elle chuchoté, complètement convaincue d'avoir enfin trouvé les mots magiques. Fais juste en sorte que la paperasse soit en règle, Alice. Comme tu le fais toujours. Élise Guérin a tendu la main, et a appuyé sur le bouton d'arrêt de l'enregistreur audio numérique. La lumière rouge s'est éteinte. La lourde porte en chêne, reliant notre salle de conférence au bureau adjacent, s'est ouverte en douceur. Martin Henry, Valérie Chauvet et Noémie Perrin sont entrés dans la pièce, un par un. Martin a baissé les yeux vers ma sœur, avec un professionnalisme froid et absolu. Votre accès au sein de la maison Rousseau-Traiteur, a annoncé l'ancien banquier, sa voix résonnant dans l'espace silencieux, est officiellement révoqué, avec effet immédiat. Solène s'est figée sur sa chaise, le sang désertant entièrement son visage, alors qu'elle regardait tour à tour les membres du conseil et moi-même. Elle réalisait qu'elle n'avait pas négocié un sauvetage, elle venait de nous remettre la confession qui allait la détruire totalement. « Tu as promis de m'aider », a balbutié Solène, me fixant droit dans les yeux. J'ai fermé mon dossier en manille, j'ai pris mon stylo, et je l'ai regardé sans la moindre trace de pitié ni de méchanceté. « Non », ai-je dit doucement. « J'ai promis de t'écouter. » Élise a posé une main ferme sur la transcription imprimée des aveux, levant les yeux vers les directeurs indépendants. Maintenant, le conseil d'administration doit décider de ce qu'il advient de cet enregistrement. La réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée dans la salle de conférence de la direction, moins de 3 heures après la fin de l'entretien enregistré. Le soleil de l'après-midi frappait les vitres teintées, projetant de longues ombres austères sur la table en acajou, où mes collègues directeurs étaient assis dans un silence tendu. Élise Guérin se tenait à l'avant de la pièce, exposant les conclusions préliminaires de l'audit financier, les preuves matérielles récupérées au château de Bellevue, et les aveux audio authentifiés. Lorsque la motion formelle visant à licencier ma sœur pour faute grave a été soumise au vote, j'ai immédiatement exercé mon droit légal de me récuser du vote. Ma mère m'a lancé un regard noir, de l'autre côté de la table. Quand Martin Henry a appelé au vote, Judith a levé la main et a voté contre le licenciement, tentant d'utiliser l'influence qui lui restait pour protéger son plus jeune enfant. Mais son vote unique était totalement impuissant, face aux 2 directeurs indépendants. Martin et Valérie Chauvet ont voté solidairement, dépouillant officiellement la directrice des partenariats de marque de son titre, de ses accès, et de sa carrière. Le conseil d'administration ne s'est pas arrêté à ce licenciement. Passant rapidement à un autre point de l'ordre du jour, les directeurs indépendants ont lancé un examen interne formel des approbations financières de Judith, en se concentrant fortement sur les factures urgentes qu'elle avait signées, sans vérifier la documentation appropriée. En quelques minutes, la présidente a été déchue de ses privilèges de validation financière. Avant de lever la séance, le conseil lui a formellement demandé de démissionner de son poste de présidente, le temps qu'un examen complet de la gouvernance externe soit mené. Judith a claqué les paumes de ses mains à plat contre le bois, la voix tremblante d'indignation amère, alors qu'elle me regardait. « Tu as laissé des étrangers entrer dans l'entreprise de ton père, et déchirer cette famille », a-t-elle chuchoté, les yeux brûlants de ressentiment. Papa a nommé des directeurs indépendants, précisément parce qu'il savait que la famille aurait besoin de personnes qui n'auraient pas peur de faire respecter les règles, ai-je répondu, la voix ferme et inflexible. Tandis que la machine de l'entreprise démantelait les illusions d'impunité de ma sœur, sa vie personnelle implosait à la même vitesse. Corentin avait passé l'après-midi à examiner les journaux de discussion cryptés, ainsi que les relevés financiers envoyés par notre équipe juridique. Il n'a pas orchestré de confrontation dramatique dans les bureaux de l'entreprise.
Au lieu de cela, il est retourné dans leur appartement haut de gamme, pendant que sa femme gérait encore la décision du conseil. Il a fait 2 grosses valises, et les a laissées près de la porte d'entrée. Lorsque Solène est rentrée à la maison, s'attendant à être réconfortée, son mari l'a accueillie dans le couloir. Il lui a dit, de but en blanc, que ce qui mettait fin à leur mariage n'était pas seulement le vol financier faramineux ou les dettes cachées du studio. C'était la cruauté froide et calculée de fabriquer une accusation criminelle contre sa propre sœur aînée, juste pour empêcher son riche marié de découvrir la vérité. Corentin a quitté l'appartement ce soir-là, a pris une chambre dans un hôtel de long séjour des environs, et a immédiatement engagé un avocat spécialisé en divorce. Désespérée et complètement isolée, Solène a conduit directement jusqu'à la maison de notre mère, à la nuit tombée. Elle a supplié Judith de puiser dans ses liquidités personnelles pour couvrir les 284 000 € manquants, avant que l'entreprise ne dépose des plaintes formelles auprès de la police. Debout dans le grand hall familier, au plafond si haut, où nous avions grandi, ma mère s'est enfin confrontée aux dures mathématiques de la réalité. Elle a consulté ses comptes d'investissement, et a réalisé que le total de ses actifs liquides était inférieur de plusieurs dizaines de milliers d'euros au déficit. Judith a frénétiquement composé mon numéro de portable, mais j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Pour la première fois de sa vie, ma sœur était assise dans une pièce, où absolument personne ne possédait les moyens ou la volonté de la tirer d'affaire. La riposte de l'entreprise s'est poursuivie avec une précision froide et mécanique. Le conseil d'administration a formellement approuvé une action civile en recouvrement contre Solène, a déposé un avis auprès de notre assurance de fidélité et a autorisé l'avocat externe à transférer l'intégralité du dossier d'audit et les aveux enregistrés aux autorités de maintien de l'ordre public. Élise a pris soin de m'expliquer que la remise des dossiers aux enquêteurs ne garantissait pas une arrestation physique immédiate ou une issue judiciaire rapide. Les rouages de la justice publique fonctionnaient sur une chronologie complètement distincte de celle des salles de conseil d'entreprise. Le lendemain matin, Judith m'a interceptée dans le hall de l'immeuble, alors que j'arrivais au travail. Elle m'a coincée près des ascenseurs, me suppliant une dernière fois d'annuler l'intervention des avocats, et de reclassifier simplement toute la catastrophe comme une avance informelle aux actionnaires. Elle fait face à des poursuites pénales, Alice, a plaidé ma mère, les larmes aux yeux. Ne peux-tu pas simplement les appeler, et leur dire que c'était une terrible erreur ? Les aveux, le faux réseau de fournisseurs, et la tentative de me piéger pour un délit pénal, prouvent que cela n'a jamais été un prêt de bonne foi, ai-je répondu, en la dépassant vers les portes de l'ascenseur. Je lui ai dit que je ne financerais pas un avocat de la défense pénaliste hors de prix pour ma sœur, et que je n'exercerais aucune pression sur nos employés pour qu'ils retirent leurs déclarations sincères aux enquêteurs. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en glissant, coupant court à sa réponse. Avant que je puisse y entrer, mon téléphone a vibré dans ma main. C'était Élise, appelant depuis le cabinet en centre-ville, avec une sombre mise à jour. Les inspecteurs de police viennent d'examiner le dossier transféré, m'a dit Élise, la voix tendue à l'autre bout du fil. Ils veulent d'abord vous convoquer pour un entretien préliminaire en tant que témoin. Et le nouvel avocat de la défense de Solène dépose déjà des requêtes, pour supprimer l'enregistrement audio, en affirmant que les aveux de votre sœur ont été obtenus sous la contrainte. Près de 11 mois après le mariage, les lourdes portes en chêne du palais de justice ont grincé, laissant entrer la lumière éclatante d'un après-midi de mai, en l'an 2026. L'enquête s'était étirée sur le reste de l'année précédente et loin dans le printemps suivant, avançant avec une lenteur et une gravité délibérée, qui ignoraient complètement les délais de notre entreprise. La maison Rousseau-Traiteur avait survécu à l'hémorragie financière, mais nous fonctionnions à une capacité considérablement réduite, ayant perdu plusieurs gros comptes pendant que nous reconstruisions notre réputation sur le marché en repartant de zéro. À l'intérieur de la salle d'audience, l'avocat de la défense a immédiatement lancé un assaut féroce contre l'enregistrement audio numérique, que nous avions sécurisé l'été précédent. L'avocat a fait valoir que ma présence dans la pièce, combinée à mon lien de parenté avec l'accusé, rendait l'ensemble de l'entretien coercitif et inéquitable. Élise Guérin n'a pas scié sous cette attaque verbale.
Notre avocate externe a calmement présenté la notification écrite de l'entretien, le formulaire de consentement signé, et le fichier audio complet et non édité, du début à la fin. L'enregistrement complet démontrait clairement qu'aucune promesse d'immunité n'avait jamais été faite, et que mon ton était resté strictement professionnel, tout au long de la procédure. Lorsque la défense a tenté de suggérer que les deux sœurs avaient toujours traité les fonds de l'entreprise comme des prêts familiaux occasionnels, Élise a présenté la reconnaissance de dettes physiques datant d'août 2024. L'avocat de la défense a essayé de déformer le document, comme étant la preuve d'un accord de prêt informel préexistant. J'ai pris place à la barre des témoins, me tenant bien droite sur la chaise en bois, et j'ai publiquement reconnu mon propre échec de gouvernance, en traitant cette infraction initiale de 8 000 € en interne, plutôt que de la signaler immédiatement. Mon aveu n'a pas fragilisé notre dossier juridique. En assumant publiquement mon erreur passée, le juge et le procureur ont compris que je n'édulcorais pas l'histoire pour piéger ma sœur. Le papier signé catégorisait clairement la transaction comme un abus personnel des fonds de l'entreprise avec une obligation de restitution, établissant de manière concluante que la plus jeune sœur connaissait les règles strictes de l'entreprise, bien avant de commencer son détournement systématique. Un défilé de témoins indépendants m'a succédé à la barre. Tara a témoigné au sujet des instructions vagues qu'elle avait reçues par message, et de son état de choc en découvrant le plan visant à placer des enveloppes d'espèces dans mon véhicule. Guillaume Lemaire a établi la stricte chaîne de traçabilité, pour les registres des clés du domaine et les images de surveillance des couloirs. Noémie Perrin a guidé le tribunal à travers les journaux d'audit de logiciels immuables, et le réseau complexe de faux comptes de fournisseurs. Corentin a témoigné sur les dettes cachées de son ex-femme, ses fausses allégations concernant la propriété de l'entreprise, et ses attentes explicites par écrit, suggérant que sa sœur aînée finirait par falsifier la paperasse pour la sauver. Confrontée à un mur accablant de preuves numériques et physiques, la défense a finalement abandonné sa stratégie de procès. Avant la phase de détermination de la peine, ma sœur a accepté de plaider coupable à un chef d'accusation majeur de détournement de fonds, et à un chef d'accusation connexe de fraude d'entreprise. Le juge en charge de l'affaire a prononcé une peine, qui équilibrait la gravité du crime en col blanc avec les réalités de notre code pénal. Le tribunal a ordonné une peine de 18 mois d'incarcération ferme dans un centre pénitentiaire régional, suivi de plusieurs années de liberté conditionnelle surveillée. Le jugement imposait une restitution financière complète s'élevant à 284 000 €, lui interdisait définitivement d'occuper tout poste de mandataire social, et établissait une ordonnance de recouvrement civil des avoirs, garantissant que toute future distribution financière issue de sa part économique restante au sein de la maison Rousseau-Traiteur, serait automatiquement interceptée et affectée directement au règlement de sa dette. Alors que l'huissier se préparait à l'emmener dans une combinaison grise, ma sœur a tourné la tête et a plongé ses yeux dans les miens, à travers l'allée du tribunal. « Est-ce que me détruire en valait vraiment la peine ?» a-t-elle murmuré, sa voix se brisant d'amertume. Je suis restée debout près du banc en bois, gardant une posture parfaitement droite. « Je t'ai donné un moyen de dire la vérité », ai-je répondu doucement. « Tu t'en es servi pour me demander de mentir à nouveau. » Je n'ai pas demandé au juge la peine de prison maximale possible, ni ne me suis jointe au procureur pour réclamer des conditions plus dures. J'ai simplement fait un pas en arrière, et j'ai laissé le système judiciaire public terminer le travail que j'avais commencé. Lorsque les gardes l'ont escorté par la sortie latérale, j'ai reporté mon attention sur Noémie, et les membres du personnel de l'entreprise qui étaient venus soutenir l'affaire. En sortant sur les marches en pierre de la façade du palais de justice, dans la chaleur de l'air de mai, ma mère m'a interceptée près du trottoir du parking. Judith a croisé les bras fermement sur sa poitrine, son expression durcie par des mois de rancœur. Elle paie pour ses erreurs derrière les barreaux, en ce moment, a exigé ma mère, sa voix tremblante d'une fureur sourde. Pendant combien de temps encore vas-tu punir cette famille ? La lourde chaleur estivale de juillet de l'an 2026 s'écrasait contre les hautes fenêtres vitrées de mon bureau, rendant l'air de l'après-midi lourd et immobile. Plus d'une année entière s'était écoulée, depuis la réception de mariage chaotique au château de Bellevue, et environ 2 mois s'étaient écoulés discrètement, depuis que l'audience de condamnation finale avait mis un terme officiel à notre bataille juridique.
La maison Rousseau Traiteur se tenait toujours fièrement dans le quartier historique du centre-ville, mais l'entreprise occupait désormais une place plus petite et plus restreinte. Les versements d'assurance et les recouvrements d'actifs civils n'avaient couvert qu'une fraction de nos pertes, ce qui signifiait que la société continuait d'absorber le véritable coût financier du détournement de fonds à long terme. J'avais fondamentalement changé ma façon de gérer les opérations quotidiennes, pour m'assurer que rien de tel ne puisse plus jamais se reproduire. Lors de notre réunion d'entreprise de la mi-été, je me suis tenu devant les 50 employés qui nous restaient, et j'ai abordé mes erreurs passées sans évasion ni excuse. J'ai ouvertement admis que j'avais dissimulé l'infraction financière initiale de ma sœur des années auparavant, et que mon silence avait finalement mis toutes les personnes présentes dans cette pièce en grave danger. Je n'ai pas demandé leur pardon immédiat, sachant que la confiance devait se regagner par des actions cohérentes, plutôt que par des mots vides de sens. Au lieu de cela, j'ai instauré une série de garanties structurelles permanentes. Notamment des doubles validations obligatoires pour toutes les transactions financières, des protocoles stricts de vérification des fournisseurs, des canaux de signalement anonymes, et des audits trimestriels indépendants, afin de consolider ces nouvelles frontières. J'ai officiellement cédé le contrôle direct de l'intégration des fournisseurs à notre nouveau directeur financier. Remettre un lourd trousseau de clés de bureaux administratifs à un autre cadre m'a paru totalement étranger au début, mais ce geste physique me rappelait que le véritable leadership ne nécessitait pas de porter seul le moindre fardeau opérationnel. Être forte ne signifiait plus servir de bouclier à des personnes qui refusent de se protéger elles-mêmes. Mes relations avec les autres acteurs secondaires de cette tragédie d'entreprise se sont installées dans des distances permanentes et clairement définies. Tara a pleinement coopéré avec l'enquête interne et les équipes juridiques, et bien qu'elle n'ait pas pu être réintégrée à son ancien poste à cause de son silence initial, je lui ai fourni une lettre de recommandation honnête et équilibrée, pour l'aider à prendre un nouveau départ ailleurs. Corentin a finalisé son divorce via son propre avocat, et toute communication administrative nécessaire, concernant les chèques cadeaux de l'entreprise ou les actifs partagés, était gérée strictement par nos avocats respectifs. Aucune résolution romantique n'a fleuri sur les ruines, et je préférais la stabilité tranquille de cette rupture nette. Ma mère luttait intensément pour accepter son statut diminué au sein de la famille et de l'entreprise. Démise de sa présidence du conseil d'administration, et sommée par les directeurs indépendants de suivre une thérapie privée, Judith a demandé l'autorisation de revenir dans l'entreprise, en tant que conseillère honorifique. J'ai rejeté la demande en bloc. Je lui ai expliqué gentiment que, bien qu'une relation mère-fille puisse guérir lentement avec le temps, l'accès financier à une entreprise n'avait jamais été conçu pour servir de preuve d'affection émotionnelle. Lorsqu'elle m'a demandé si j'avais enfin trouvé dans mon cœur la force de pardonner à ma sœur emprisonnée, ma réponse a tracé une ligne nette entre les sentiments personnels et la réalité opérationnelle. Le pardon restait un cheminement émotionnel interne, lui ai-je dit, tandis que les peines de prison, la restitution financière et les limites personnelles fermes, appartenaient entièrement au domaine de la loi et de la responsabilité. Le facteur a déposé une épaisse enveloppe en manille sur mon bureau en bois, lors d'un mardi après-midi tranquille. L'adresse de retour indiquait qu'elle provenait directement de la division des restitutions civiles, administrée par le tribunal. À l'intérieur reposait un simple chèque au nom de l'entreprise, représentant le tout premier paiement de restitution obligatoire de ma sœur. Le montant numérique était remarquablement bas, incroyablement loin de remplacer tout ce qu'elle avait systématiquement volé pendant 18 mois. Il n'y avait aucun mot de remords manuscrit glissé dans l'enveloppe, aucune excuse larmoyante, et aucun appel à la compréhension. J'ai pris le chèque, je suis sorti de mon bureau privé, et j'ai remis le papier directement à notre service financier, afin qu'il soit déposé directement dans notre fonds de réserve pour le rétablissement des employés. Je n'ai pas renvoyé l'argent par culpabilité mal placée, et je n'ai pas laissé cette petite somme rouvrir d'anciennes blessures. Debout près de la fenêtre de la salle de conférence, j'ai repensé aux lustres étincelants du château de Bellevue, et à ce morceau de métal froid qui avait glissé sur le sol en pierre. Ce bouquet volant avait révélé bien plus qu'une pièce secrète, remplie de boîtes de cadeaux volés. Il avait brisé ce rôle épuisant, que j'avais volontairement joué pendant des décennies, m'obligeant à arrêter de nettoyer les dégâts que je n'avais pas causés.
Le premier paiement était petit, et il ne réparait certainement pas tout ce qu'elle avait pris. Mais pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas renvoyé. Je ne maintenais plus ma famille unie. Je refusais enfin de les laisser me détruire. Lorsque vous passez toute votre vie à agir comme l'amortisseur des erreurs de tous les autres, vous finissez par réaliser que rattraper les gens quand ils tombent, n'est pas toujours un acte d'amour. Parfois, c'est justement la chose qui les maintient sur un chemin destructeur. Nous croyons souvent que la loyauté consiste à dissimuler les fissures, à lisser les vérités dérangeantes, et à protéger les membres de la famille du lourd fardeau de leurs propres choix désastreux. Mais la véritable protection ne consiste pas à laisser quelqu'un détruire la vie d'innocents juste pour sauver les apparences. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un par obligation de naissance, et vous ne pouvez certainement pas réparer une boussole morale brisée en refaisant la paperasse derrière son dos. Lorsque vous cachez le premier vol d'un membre de votre famille, vous ne le sauvez pas, vous lui apprenez seulement que les règles sont flexibles, et que quelqu'un d'autre paiera toujours le prix de son confort. Les limites ne sont pas érigées pour punir les gens que nous aimons, mais pour protéger notre propre intégrité et le bien-être de ceux qui dépendent de nous. Pour être honnête, lâcher prise sur cette fausse responsabilité de régler chaque catastrophe familiale est terrifiant, mais c'est le seul moyen d'arrêter de porter un fardeau, qui, dès le départ, n'était pas le vôtre. Vous êtes-vous déjà retrouvé à couvrir les erreurs de quelqu'un, juste pour maintenir la paix, pour réaliser ensuite que vous l'aidiez à causer encore plus de dégâts ? Et comment avez-vous finalement décidé de poser ce lourd fardeau ?